Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer dans cette émission, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi à venir nous rejoindre sur notre Discord, que l'on peut considérer aussi comme un réseau social, puisque c'est là où se trouve la communauté Hello. Donc je vous encourage à venir nous suivre sur ces différents réseaux sociaux et à venir interagir avec nous sur ceux-ci. Je vous encourage aussi et également à venir consulter régulièrement le site lucarne-opposé.fr pour venir y lire les dernières actualités de la planète Hello, mais aussi vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes sur les différentes plateformes où vous écoutez ce podcast, et notamment notre chaîne YouTube, et à venir y laisser un petit pouce bleu. Il paraît que c'est hyper utile, notamment au niveau de l'algorithme de YouTube. Je vous rappelle enfin la sortie du 12e numéro du Lucarne Opposé Magazine, un numéro dans lequel on s'intéresse notamment à l'histoire, à l'impact et à l'avenir du football universitaire dans les différents pays de la planète Lucarne Opposé, mais un numéro dans lequel aussi on va vous offrir l'occasion de vous replonger dans la belle année 2002, enfin belle pour certains. Bref, une centaine de pages de culture foot à la sauce Lucarne Opposé à déguster sans aucune modération. Tous les liens, que ce soit pour nous rejoindre sur les différents réseaux, mais aussi pour vous procurer le magazine, sont dans la description de cet épisode. Place donc à cet épisode, le deuxième de la saison 4, oui, déjà, de Bola Latina, un épisode qui va nous conduire le long de la côte pacifique, au pays du Pisco et de la Chalaca. Vous l'aurez deviné, nous allons aller au Pérou, oui, je viens de me fâcher avec tout le Chili, c'est pas grave, et qui dit Pérou, sur Lucarne Opposé, dit l'Inca de la rédaction, Romain Lambert. Salut Romain, comment vas-tu ? Salut Nico, ça va bien. Je suis content d'être invité pour cet épisode. Ah ouais, mais ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de Pérou dans les podcasts. On en parle assez fréquemment. Si vous êtes des lecteurs de Hello et si vous lisez aussi le magazine, sur le site en ce moment, vous pouvez suivre le championnat. Et dans le mag, il y a régulièrement des articles tournant autour du football péruvien, notamment d'ailleurs dans ce 12e numéro du Lucarne Opposé, où on vous emmène un petit peu au niveau des universités, notamment des universités péruviennes. Mais on ne va pas parler de ce football-là. On va s'intéresser au football péruvien, mais celui de la sélection. Et on va essayer de tenter de donner quelques éléments qui font que cette période, la période actuelle que traverse la sélection péruvienne, la Blanquirroja, est une période extrêmement positive, au point que l'on parle de splendeur retrouvée. Mais avant d'essayer de trouver ces éléments, de vous les lister, de vous en donner quelques-uns, on les aura forcément pas tous, mais de vous en donner quelques-uns, on va commencer par planter un peu le décor, expliquer un petit peu le contexte, ce qu'est le Pérou. Alors on sait à quel point en Amérique du Sud, le football et la société civile, dirons-nous, sont très liés. C'est forcément et naturellement le cas au Pérou. On ne va pas remonter à l'essor et au développement du football au pays et au rôle qu'il a joué, notamment dans ce processus de construction d'identité nationale dans les années 10, 20 et 30. Ça, on en a parlé sur Hello, on en a parlé dans le mag. Mais non, là, on va s'intéresser, si tu veux bien, quand même, à poser un petit peu le contexte au Pérou sur les 3 dernières décennies, afin de rappeler un élément important, et on va le voir dans tout ce podcast, un élément essentiel même, sur ce que signifie être péruvien de nos jours et sa traduction sur le football actuel. On va voir que les 2 éléments sont très liés. Donc Romain, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est être péruvien en 2020 ? Alors justement, pour répondre à cette question, c'est vrai que c'est important de savoir d'où cette sélection vient, parce que la France a découvert, entre guillemets, un peu le Pérou depuis la Coupe du Monde 2018 qu'elle a affronté en phase de groupe. Mais voilà, ça n'a pas toujours été la belle vie au pays inca. Et notamment à partir des années 80, où le pays a affronté une crise assez lourde sous le gouvernement de Alan Garcia.
C'est un peu pour comparer de nos jours avec ce qu'est en train de vivre le Venezuela, avec une inflation terrible. À l'époque, par exemple, acheter du pain qui était de 9000 inti, bon, qui n'existe plus maintenant, cette monnaie, mais c'est le pain de 9000 inti qui passe à 25 000 inti. Donc voilà, c'est presque 3 fois le prix donc, pour le pain ou pour quoi que ce soit. Voilà, c'était des crises qui ont engendré malheureusement un terrorisme parce qu'évidemment les gens on commence à en avoir marre dans les provinces, dans les campagnes et bon bah il y a un mouvement qui a profité de ça pour un peu prendre les armes, mais bon bah pas du bon côté des choses on va dire parce que bon bah ils utilisaient la terreur, il y avait les fameuses coches bombas, hein, les attentats à la voiture piégée dans le centre de Lima, dans province. Donc c'était vraiment des années très difficiles. Donc voilà, en 80 la crise, 90 le terrorisme et à la fin des années 90, début 2000, on a eu Alberto Fujimori qui a pris les pouvoirs au pays et bon, qui a fait fuir un peu, qui a arrêté le terrorisme en emprisonnant son leader, Abimael Guzman. Mais à côté de ça, il a fait quand même pas mal de choses, on va dire, Pas très pas clair, trop dans pas les, très net. voilà, pas dans les droits de l'homme, on va dire. Ouais, On voilà. parle de, ouais, ouais, pour être, bon, c'était un peu, on peut parler presque d'une dictature pour poser le mot. Il y a une grande majorité du pays parle d'une dictature. D'ailleurs, il est en prison. D'ailleurs, pour tout te dire, Ouais. ce cher Fujimori. Donc voilà, on arrive avec beaucoup d'années un peu de pessimisme, de négativité, et ça s'est ressenti tout au long, et même jusque de nos jours, en fait, même ma génération, enfin la génération des joueurs qui sont, enfin des joueurs de football professionnel, a vécu tout ça. Et même autour de nous, on peut voir au Pérou, il y a beaucoup de cette négativité, et au quotidien, quand quelque chose se passe mal les gens, voilà, ils ont l'habitude, ils sont un peu, bon, le regard baissé, et ils ont un peu une phrase un peu célèbre là-bas, c'est así es, c'est-à-dire, bah, c'est comme Mm. ça, on n'y peut rien, c'est le Pérou. Ouais, c'est En fait, une résignation générale, quoi. voilà, moi, c'est vrai que moi, en tant que Français, j'ai beaucoup râlé là-bas comme en bon français. Et du coup, c'est vrai qu'on m'a souvent dit, bah, écoute, Romain, c'est comme ça, voilà, c'est le Pérou. Donc, bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu la mentalité un peu défaitiste, voilà, un peu pour planter le décor. Et en même temps, on a beaucoup dans la société de mélange culturel, hein. En Amérique du Sud, il y a eu aussi les Afro-Péruviens, des gens qui viennent des Andes, des peuples des forêts. C'est un mélange, c'est un brassage ethnique. En plus de ça, on peut rajouter les émigrés italiens, allemands, même français. Et donc voilà, en fait, on a un peu tout ce mélange culturel qui essayent de cohabiter ensemble en ce moment. Et c'est vrai que bon, bah, c'est un plat qui est long à cuisiner en fait. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients. Donc ça peut vite exploser ou ça peut devenir amer. Donc voilà, c'est un peu délicat. Ouais, la recette, Et elle est touchy, quoi. Il faut faire attention au dosage, quoi. voilà, c'est ça. Et malheureusement, dans la société péruvienne, il y a beaucoup de racisme dans le sens péruvien contre péruvien, en fait. Un péruvien de la ville avec un péruvien des Andes, Ouais. avec un afro-péruvien. Voilà, on ressent beaucoup de ça. Et donc, pour en revenir au football, c'est vrai que dans le football, on a beaucoup de communautés issues enfin, des afro-péruviens ou des Andes. Et en fait, ces jeunes qui percent dans le football, ça leur permet aussi de surpasser un peu les problèmes qu'ils rencontrent en société. C'est un peu, voilà, l'Afro-Péruvien qui va marquer un but en sélection, il va tout de suite être célébré par tout le pays et ça va lui faire chaud au cœur, quand même, avec tout ce qu'il a enduré dans sa vie. Donc voilà un peu d'où vient le Péruvien, qu'est-ce que c'est d'être Péruvien. Et c'est pour ça qu'on voit le slogan Arriba Pérou, hein. Arriba, c'est vers le haut, quoi, pour ceux Ouais, qui comprennent pas. c'est ce que j'allais te dire, hein. J'allais t'en parler de ce slogan qui était le slogan surtout
Beaucoup utilisé, hein, on l'a vu beaucoup à la Coupe du Monde, forcément, puisqu'il a symbolisé cette équipe-là. Il y avait eu des clips assez intéressants, hein, le fameux clip, si je me souviens bien, justement pour cette Coupe du Monde, où on voit des gens, tout simplement, la métaphore, elle est même pas suggérée, on les voit en train de gravir une montagne, hein, tout simplement. Donc, voilà, il y a cette notion, on est parti de très très bas, de très très loin, mais même la société. Donc, le football péruvien, c'est la société péruvienne, hein. Il est vraiment c'est son calque, hein, concrètement. Exactement, exactement. Tu as bien résumé la chose. C'est vraiment au Pérou, c'est difficile d'être péruvien. Et en gros, c'est vraiment, bon, voilà, en France, on peut parler d'un terrain plat. Et ben, au Pérou, c'est un terrain, on pend tout le temps. Il faut toujours monter. Tout est difficile, en fait. Enfin, il y a rien qui est acquis, en fait. On doit se battre pour tout. Et donc, que ce soit au football ou dans la société. Et donc justement, voilà, c'est à l'image de ce football-là. Et alors tu le disais, la société péruvienne est au plus bas. Voilà, hein, après, on va dire les années 80, 90, début des années 2000, on est quand même on l'a bien senti, hein, avec ce sentiment de résignation générale, d'abattement même général. Le football aussi, parce que là, on va parler tout à l'heure de splendeur retrouvée. Si on parle de splendeur retrouvée, c'est qu'on arrive de très loin. Est-ce que tu peux nous rappeler justement, avant que tout bascule, on va y revenir dans un instant, il en est où le football, notamment? Alors, on va pas forcément parler du football de club parce que c'est un autre débat, les clubs et enfin, à l'échelle continentale, parce qu'il y a d'autres éléments. Mais au niveau de la sélection, elle est dans quel état, cette sélection, à ce moment-là? Elle aussi est quand même un petit peu au plus bas, hein. Voilà, c'est ça, justement, on sort donc la sélection a participé au mondial 82, qui était vraiment une belle génération, une belle équipe. Et voilà, on est en plein dedans, là, tu vois, 82, Ouais. ils jouent le mondial, et après, voilà, c'est la crise, et voilà, tout ce que je viens de raconter. Et là, donc, ils ressortent la tête de l'eau un peu, là, un peu enfin, ouais, dans les années 2010, et là, on le ressent maintenant. Mais c'est vrai que le football, c'était pas du tout la priorité dans ces années-là, dans les années 90, que ce soit avec la crise ou avec la dictature. C'est un peu, ça passe au second plan, même la culture de manière générale. On pouvait voir à la télévision, c'était des émissions complètement enfin, débiles, on peut dire. C'était un peu pour donner au peuple, voir quelque chose d'autre, un peu endormir le peuple. À Et, occuper le temps de cerveau disponible. exactement. Et donc, bon, bah, tout ce qui est culture, sport, c'était vraiment pas la priorité. Et ça, bah, ça s'est ressenti au niveau du football et au niveau de la sélection. Et ce qui peut expliquer aussi la longue traversée du désert et l'absence pendant 36 ans d'une Coupe du Monde. Et cette absence de 36 ans, hein, tu l'as dit, correspond peu ou prou à ces 3 décennies politiques, sociales extrêmement compliquées traversées par le pays. Alors donc, on va aborder un petit peu cette splendeur retrouvée. Est-ce qu'on arrive à déterminer, est-ce qu'on arrive justement, alors on va peut-être y aller dans l'ordre en fait, tiens. Euh, on parle de splendeur retrouvée. Ça se traduit comment sur le plan des statistiques pour la sélection péruvienne? Pourquoi est-ce que l'on parle de splendeur retrouvée pour le Pérou? Bah, statistiquement, c'est vrai que c'est assez simple. On passe vraiment d'une traversée du désert bah, à tout simplement une participation en Coupe du Monde et bon, puis récemment une finale de Copa América. Sachant que voilà, dans les années 70, 80, c'était quelque chose de normal en fait de voir le Pérou en Coupe du Monde. On avait des grands joueurs, on pense à Cubillas, Sotil qui joue au Barça. Ouais. Voilà, on a Chumpitas, on a vraiment des grands joueurs de calibre vraiment enfin, mondial quoi. Ça pourrait même être des ballons d'or. À l'époque, les ballons d'or n'étaient pas, enfin, ces joueurs-là n'étaient pas éligibles, mais ils auraient peut-être sans doute Ils auraient grappillé candidaté, ouais. ouais, voilà, ou dans les top 3. Donc voilà, on a eu ça et puis après plus rien. Donc c'est pour ça que tout à coup on passe à une participation de Coupe du Monde 2018, une finale de Copa América 2019. Avant ça, on a quand même une belle troisième place en Copa América 2011, Copa América 2015 avec Ouais, un Péruvien qui est le meilleur buteur, Paolo Guerrero, mon cher ouais, ami. ouais, ouais. Donc voilà, en J'étais termes à cette de... finale pour la 3e place face au Paraguay. Ah oui, ben voilà, Voilà, contre le Chili. ça me rappelle des souvenirs. Et même, même au Brésil, pour la deuxième Oui, place. bah oui, oui, oui. Ah, mais Ouais, oui, on oui. était pour la Bah, tu finale aussi, portes oui. chance. Eh bah On, écoute, on- on- alors on va lancer un message tout de suite à la fédération péruvienne, hein. Je suis prêt pour l'année prochaine. Bah, voilà, on va t'envoyer plus souvent dans les tribunes quand on joue la sélection. Non, non, mais c'est vrai, mais voilà, tu l'as dit, hein, il y a deux
podiums consécutifs 2011-2015, il y a la finale 2019, il y a la Coupe du Monde 2018. Voilà, c'est pour cela que l'on parle de splendeur retrouvée, et tu l'as expliqué, surtout par rapport à cette génération incroyable des années 70. Alors justement, maintenant, on va essayer de l'expliquer, cette splendeur retrouvée. Est-ce que déjà, on est capable de déterminer à partir de quand les choses vont changer? Est-ce que on arrive maintenant avec un petit peu de recul, hein, parce qu'on on va le voir, hein, c'est un processus qui s'est construit sur la durée depuis quelques années. Est-ce que l'on voit le moment où les choses commencent à changer en termes de football, en termes de sélection au Pérou? Voilà. Est-ce qu'on va déterminer 2011 par exemple avec le premier podium à la Copa América dans ce cycle, ou est-ce que ça commence avant ou véritablement un petit peu après? Alors moi, je vais te dire après, je vais même te donner la date exacte pour moi, enfin, c'est même beaucoup, vraiment le point d'inflexion, Ouais, c'est le 25 mars 2016, Pérou-Venezuela. Je m'explique. vas-y. Et c'était donc un match pour la qualification pour la Coupe du Monde 2018. Le Pérou est en train de perdre 2-0 à domicile, donc à Lima, contre le Venezuela, qui est loin d'être un ogre continental. Euh, et là, on est avec Ricardo Gareca en sélectionneur. Il fait sortir Pizarro, Claudio Pizarro et Jefferson Farfan, qui sont, bon, c'est un peu les têtes d'affiche de la sélection, les stars. Il les sort, il fait rentrer deux petits jeunes du tournoi local de Universitario, donc Raúl Ruiz Diaz et Edison Flores, que maintenant on connaît un peu plus. Ouais, un Et petit peu. là, ça va changer la donne. Et bon, entre-temps, Paolo Guerrero marque quand même un but pour le 2-1 et Ruiz Diaz égalise à la 94e. Et en fait, donc bon, ça reste un match nul, mais on se dirigeait droit vers une victoire, vers une défaite, pardon. On se dirigeait vers une défaite, on se dirigeait encore une fois vers des qualifs catastrophiques. Et en fait, ça a été un peu le déclic, voilà, faire un peu sortir un peu des stars un peu fatigués, on va dire, et qui en avaient un peu rien à faire de la sélection à ce moment-là. Et on fait rentrer deux petits jeunes qui en veulent du tournoi local, voilà, qui vivent au Pérou, ils sont l'amour pour le maillot, et ça marche. Donc là, c'est pour ça que je te donne vraiment cette date-là, pour moi, qui a été le déclic de l'ère Gareca, même si c'est vrai qu'on a parlé avant qu'il y a eu une belle troisième place aussi en Copa América. Mais là, si tu veux vraiment le point d'inflexion, ce serait celui-là. Ouais, il me semble. Non, j'allais dire une bêtise. J'allais te dire, il me semble que Pizarro était déjà pas là. Il avait commencé à le sortir un petit peu avant. Mais bon, il était là à la Copa América maintenant. Tu vois, je viens de refaire la Ouais. connexion avec le cerveau. Bref, tu l'as dit, il y a un homme, tu l'as nommé, hein, très clairement. Il y a un homme qui a véritablement tout changé Mhm. au sein de la sélection. Cet homme, il est pas péruvien. il, il est Non. même argentin, il faut le dire. Il s'appelle Ricardo Gareca. C'est lui qui a fait basculer cette sélection. Est-ce que tu peux nous décrire justement, parce que voilà, hein, tu as pris cet exemple avec cette date très précise sur ce match face au Venezuela de 2016, Gareca est arrivé avant, mais c'est lui qui a véritablement tout changé. Est-ce que tu peux nous expliquer véritablement quel est son impact et ce qu'il a véritablement, lui, changé au sein de la sélection, et oui, au sein de la sélection et autour de la sélection? Oui, c'est vrai que bon, pour en arriver à cette date aussi du 25 mars 2016, il y a eu quand même un gros travail aussi en amont. Ricardo Gareca est arrivé en 2015, en mars 2015, et c'est vrai que lui, il a changé beaucoup l'aspect mental, l'aspect un peu justement de ce qu'on parlait tout à l'heure, de arrêter avec cette mentalité de défaite, vraiment mettre en place un esprit gagnant en fait et vraiment se battre à chaque match pour remporter quelque chose et vraiment mettre la sélection au même niveau que les autres. C'est-à-dire que voilà, le Pérou, demain, il peut battre n'importe qui. C'était un peu ça le message de Ricardo Gareca. En fait, arrêter de se rabaisser et aller voir vers l'avant et chercher une qualif. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, l'objectif principal de tous les Péruviens, des 33 millions de Péruviens, c'était jouer un mondial. À la limite, même les Copa América, ça passait au second plan. Mais c'était vraiment jouer un mondial. Donc lui, pour arriver à ça, c'est vrai qu'il a. Donc voilà, je parlais aussi de Pizarro et Farfan. Donc aussi un des points importants que Gareca a changé, c'est un peu sortir les quatre fantastiques. À l'époque, on avait Ouais. les quatre fantastiques. On avait Vargas, El Loco Vargas qui jouait à la Fiorentina. On avait Claudio Pizarro qui était au Bayern.
Farfan à Schalke et Paulo Guerrero. Donc il a commencé un peu à les dégager, en fait, les indésirables, que personne, aucun autre sélectionneur n'osait toucher. C'est un peu comme en Argentine si vous dégagez Messi, quoi. Donc là, il a un peu commencé à remuer tout le monde et il a mis, par exemple, au même niveau Paulo Guerrero et le gars qui va chercher l'eau à la cantine ou le chauffeur de bus. Il est vraiment mis au même niveau de respect. Voilà, il n'y a pas une personne au-dessus de l'autre. Et c'est vraiment ce changement de mentalité, un peu de respect. Et il a créé du coup un collectif où vraiment tout le monde, et même le nouveau de 18 ans qui débarque la première fois en sélection, il est au même niveau que le capitaine. Donc ça, c'était quelque chose aussi d'important. Après, Ricardo Gareca, il est arrivé avec un staff important avec lui. Par exemple, il a amené un psychologue. C'est quelque chose d'assez inédit en sélection. Donc, un psychologue qui travaillait beaucoup avec les joueurs. Après, enfin voilà, pour travailler sur les défaites, sur la victoire, sur la notoriété, etc. Et ce qui est pas, ce qu'on n'a pas vraiment au Pérou en fait. Les joueurs sont jamais vraiment assistés par des psychologues. Et c'est pour ça que certains Péruviens qui partent à l'étranger, ils peuvent rater parce ils sont un peu submergés en fait. Ouais, Euh, il apporte on va dire, ce coaching mental, cette préparation mentale qui existe partout ailleurs, en fait, concrètement. voilà, c'est ça, un accompagnement, voilà, un accompagnement mental pour bien préparer les joueurs. Et par exemple, j'ai un exemple très très précis. C'était avec un match avant le match contre l'Uruguay, pour cette qualification de 2018. Son préparateur physique, Nestor Bonillo, il prend Miguel Araujo, le défenseur, qui devait être titulaire ce soir-là contre l'Uruguay. Il le prend à part. Il lui dit, regarde, je vais montrer tes stats. Je les ai comparés avec Luis Suarez. Donc voilà, bon, Luis Suarez, c'est pas n'importe qui. Et donc, bon, notre cher Miguel Araujo, il est là. Bon, bah, t'es gentil, mais bon, tu vas me détruire là. Si tu me compares avec Suarez, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Non, non, regarde bien cette statistique. Et il lui a démontré qu'en fait, il sautait plus haut que lui. Il avait une meilleure détente que Suarez. Regarde, sur cette stat-là, t'es meilleur. Et en fait, il lui a redonné confiance et tu peux revoir, enfin, vous pouvez revoir le match contre l'Uruguay et Miguel Araujo a mis dans sa poche Suarez. Donc voilà, ces petits détails comme ça. Ouais, mais c'est ça, Il a c'est de la préparation mentale, c'est-à-dire qu'on va insister sur les éléments positifs qui font que le joueur arrive en confiance. Voilà, exactement. Et c'est ce qui ne se faisait pas vraiment encore au Pérou, donc il a travaillé beaucoup sur ça. Et c'est vrai que ça a marché. On pense même encore à un match à la Bombonera contre l'Argentine. Ouais, Enfin, Pedro Gallese, c'était une muraille. Et tout ça, finalement, c'est beaucoup de mental, c'est dans la tête. Parce que le niveau, bon, bah, ils l'ont, quoi. Ils sont pas moins bons que d'autres joueurs. Mais c'est toujours, vu qu'ils sont péruviens, voilà, ils se rabaissent. Donc là, il a vraiment travaillé là-dessus. Et c'est ce qui fait, c'est vraiment le point qui a fait ce changement brutal presque de la sélection qu'on voyait plus. Et tout d'un coup, voilà, qui fait un mondial. Bon, même si elle a pas fait un grand mondial, mais bon, elle a quand même tenu tête à une équipe de France, future championne du monde. Et son mondial se joue à un penalty, hein. voilà, bon là pour le coup, Cueva, il aurait fallu un Il peu aurait plus peut-être eu de. besoin du préparateur. Non, mais tout ça pour dire, Ouais, tu disais il y a un instant, ils n'ont pas fait une mauvaise Coupe du Monde. Leur Coupe du Monde se joue à ce penalty, concrètement. Donc oui. voilà, c'est le penalty qui les aurait fait basculer du bon côté. Mais voilà, donc tu l'as dit, hein, il y a tout cet aspect mental, cette chose-là. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que je suis désolé, on est sur le Pérou, mais je vais quand même un petit peu évoquer le voisin que vous aimez pas trop au sud. Il y a quand même un vrai parallèle avec Bielsa qui a lui aussi d'abord, alors il y a le jeu. On va pas regarder les aspects tactiques, hein, sur Gareca parce qu'au fil des années, ça a aussi un petit peu évolué, hein, quand même, parce que c'est mouvant tout cela. Il y a un parallèle avec Bielsa qui lui aussi a changé l'approche du joueur chilien dans son, j'ai presque envie de te dire, dans sa fierté à représenter son pays et à aller regarder les autres droit dans les yeux. Et on retrouve cela chez Gareca, hein, concrètement. Oui, c'est exactement ça. Et Gareca, il a été très clair aussi avec ses joueurs. Il a dit, si vous voulez porter le maillot, il faut, voilà, c'est ça, il faut être un combattant et il faut surtout l'amour du maillot. Bon, évidemment, il incite aussi pour que ses joueurs aient du temps de jeu dans une ligue compétitive. Oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, on avait Farfan qui était un peu retiré de la sélection, quand il était parti un peu à Dubaï, bon, un peu Ouais. gagner, un peu mettre la famille à La l'abri, famille on à va l'abri. dire. Et après, voilà, il est retourné à Moscou et il est revenu en sélection.
Et pareil avec Carrillo, tout le monde avait peur. André Carrillo qui est parti en Arabie Saoudite, tout le monde avait peur qu'il aille là-bas pour se faire de l'argent. Finalement, non, il est quand même dans un club compétitif. Ouais, Il a remporté la Ligue des Champions. la Ligue des Champions d'Asie. Donc voilà, ça c'est quand même des points importants quand même pour Gareca, quoi. Ouais, Pour ouais. aller n'importe où dans le monde, mais dans une ligue compétitive. Et surtout, s'il vous plaît, mouiller le maillot et aimer ce maillot blanc-roja, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai, hein, on a vraiment ce parallèle hein, avec Bielsa sur la sélection et est au cœur de tout, est au centre de tout. Donc, si tu viens, c'est dans ton club, c'est ton maillot, c'est ton identité. Et il a rassemblé aussi tout le monde derrière. Alors, on l'a vu, hein, tu disais hein, tout à l'heure à quel point le parallèle se fait au niveau des vallées et des montagnes que traverse le Pérou et les Péruviens entre la sélection et la société. S'il l'a fait aussi, s'il peut le faire cela aussi, ce changement, c'est parce qu'il a quand même, j'ai envie de te dire, il a quand même du matériel hein, à disposition, Gareca. Tu le disais il y a un instant, il y a quand même de la qualité au Pérou. Les vrais spécialistes, j'ai envie de te dire, ou les habitués, se rappellent de la génération des Jordi Reina, Renato Tapia et Dinson Flores lors du Sudamericano U20 de 2013. On a eu une génération 2015 un petit peu en dessous, même s'il y a des joueurs, il me semble qu'il y a Beto da Silva au Sudamericano 2015, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est le cas ou pas du tout? Est-ce qu'il s'appuie sur une véritable génération dorée? On le voit quand même aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs péruviens qui s'exportent, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore j'ai envie de te dire 15-20 ans, parce que tu as cité les 4 fantastiques qui étaient en Europe, c'était quand même un petit peu pratiquement les exceptions qui confirmaient la règle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un vide avant et que du coup il s'appuie aussi sur une génération dorée ou pas que? Bien sûr, il y a cet aspect de génération dorée. C'est vrai que un Farfan, un Paolo, un Claudio Pizarro, c'est un monstre, Claudio Pizarro. Donc, on n'en aura pas des comme ça avant plusieurs générations. Donc ça, enfin, j'espère pas, mais bon, c'est vrai mais il y a aussi quand même un gros travail derrière de la fédération. Il y a quand même toute une restructuration de la fédération du football au Pérou, et ça qui a été fait par Juan Carlos Oblitas. Donc c'est le directeur sportif de la fédération. C'est lui qui a fait venir Ricardo Gareca, et lui il a restructuré tout ce qui est aussi justement il a imposé des licences pour les clubs professionnels du championnat. Il a imposé des sections jeunes, des sections féminines. Il a fait beaucoup pour justement éviter les erreurs des années 80 où justement ils se sont reposés un peu sur la génération dorée des Cubillas, des Cueto, et qui était vieillissante. Donc, et après, il n'y a eu aucun plan derrière dans les années 80. Là, ils veulent pas refaire la même erreur. Donc, il y a une génération dorée, mais ils s'appuient dessus pour former les jeunes derrière. Ouais, et justement, tu le disais, et c'est ce qui change. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu m'as fait la transition en fait, c'est parfait. Avec cette ère Gareca et donc avec Oblitas aussi, c'est toute l'organisation générale du football au Pérou. Toi, tu l'as vu au plus près, hein, puisque tu es allé au bord des pelouses, et on l'a vu, ne serait-ce que sur le championnat local, qui est devenu la Liga 1. Au Pérou, on a vu une restructuration complète du championnat professionnel péruvien. On a vu à quel point, et quand je parle de professionnalisation, c'est aussi dans la façon dont elle est organisée, dont elle communique, dont elle est, comment dirais-je, oui, organisée même pour les journalistes. Hein. On l'a vu sur les processus d'accréditation, sur la façon dont les médias quittent, enfin, des choses qui paraissent des détails, mais qui sont quand même presque des exceptions en Amérique du Sud par rapport à ce championnat. Toi qui l'as vu au plus près, justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de toute cette restructuration? J'ai vraiment envie de dire la professionnalisation du football professionnel. Ça fait beaucoup de répétitions, mais c'est vraiment quelque chose voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a senti, qu'on a vu. On avait l'impression qu'avant, enfin voilà, on a véritablement la sensation que l'élite péruvienne, aujourd'hui, c'est un championnat sérieux, structuré, organisé. Je veux dire, si on prend le parallèle avec un grand, par exemple, l'Argentine, où ça change tous les 2 ans, où c'est un peu la foire, hein, pour dire les choses du point de vue organisation. C'est pas le cas au Pérou. Et donc justement, est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus sur cette réorganisation qui a été mise en place avec, tu l'as dit, cette idée sur le développement des nouvelles générations et en imposant par exemple des règles à certains clubs et en faisant jouer les jeunes. Est-ce que tu peux nous expliquer tout cela un petit peu pour que l'on mesure aussi que voilà, il y a un vrai plan général qui s'est constitué au Pérou ces dernières années? Oui, c'est ça. C'est justement Oblitas qui a mis en place ce format enfin, d'obliger les clubs professionnels à avoir cette licence. Et donc, pour obtenir cette licence, il faut vraiment respecter plusieurs points qui sont importants. Donc, justement, pour professionnaliser voilà, tout ça. Donc, faire différentes sections.
de jeunes en commençant par, je crois que c'est les U14, les U14, voilà, les U18, U23. Il y a un tournoi de réserve de jeunes entre chaque réserve des clubs professionnels. Et par exemple, le premier du championnat, il donne des points à son équipe, à l'équipe première en fait. Par exemple, Alianza Lima, si sa réserve remporte le championnat, l'Alianza Lima gagne 3 points dans le championnat professionnel de première division. Donc c'est pas non plus négligeable quand à la fin tu es t'es un peu juste à 2 points du titre ou quelque chose comme ça, donc ça peut faire la différence. Et du coup, ils sont obligés de travailler sur les jeunes parce que voilà, tu gagnes le championnat des réserves, tu gagnes 3 points, donc tu gagnes un match de plus que les autres, par exemple. Ouais, mais Euh, du coup, tu es obligé de mettre en place une véritable pyramide et un véritable processus de formation de tes jeunes. Voilà, c'est ça. Il y a même aussi en première division ce qu'ils appellent la bourse des minutes pour Ouais. les jeunes. En fait, ils sont obligés d'avoir, alors je sais plus en tête, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais par exemple 1000 minutes par saison. Et chaque club est obligé de faire jouer, je crois que c'est les U23 ou les U18. Ils sont obligés de mettre, voilà, enfin, vous avez un joueur qui est en moins de 18 ans. Voilà, il joue 1000 minutes, il a des points. Donc, ils sont obligés, par exemple, de respecter cette bourse de minutes. Là, pour le coup, ils ne gagnent pas des points, mais ils sont sanctionnés s'ils la respectent pas. Donc, là, ça va. C'est plutôt des points Ouais, malus c'est qu'ils ont, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est là où on voit que tout ce processus va plus loin, que l'on voit qu'il y a une véritable, voilà, il y a une véritable réorganisation, on l'a dit il y a un instant, du football péruvien qui se traduit par la sélection avec, voilà, avec ce que fait Gareca, avec ce travail, pas que mental, hein, parce que tactiquement aussi, mais ça on en parlera peut-être ailleurs un jour de l'évolution Mhm. tactique du Pérou de Gareca, qui se traduit donc en termes de résultats, ce qui permet à la sélection reste la locomotive, hein, donc elle draine tout le monde. Et donc, on voit cette réorganisation du football local, ce développement sur les jeunes. On voit de plus en plus de jeunes, tu es le premier à le voir, hein, à le souligner, même dans tes comptes rendus, on voit de plus en plus de jeunes hein, Mhm. qui émergent dans le championnat local, hein, dans les différents clubs. Hein. Oui, oui. En plus, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, justement, suivre ce championnat, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui débutent, qui sont obligés de jouer. Alors parfois, on va dire pour le mauvais côté des choses, Ouais, ça peut affaiblir des fois un match parce que des jeunes, ils sont un peu lancés comme ça, parce qu'ils sont obligés. Donc le coach, il va te balancer un jeune comme ça, là, un peu au front, sans que ce soit assez préparé. Donc c'est vrai qu'on voit ça des fois. Donc c'est un peu dommage, mais si c'est bien fait, c'est vrai que c'est intéressant. Et on a là, par exemple, enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup suivi les jeunes de l'Alliance Lima. Et il y en a ils font des miracles. Là, en première division, ils sont en train de sauver la tête de Salas un peu. Donc, pour le coup, et quand ça marche, c'est beau. C'est beau et voilà, c'est un peu ça le football, hein, quelque part. C'est quand même lancer les jeunes. ouais, Donc, exactement. et par Ouais, c'est exemple aussi, ils forment aussi pour, évidemment, on va pas se cacher, c'est pour aussi vendre aussi les joueurs. Ils se font de l'argent comme ça au Pérou. Les clubs professionnels, ils cherchent aussi à vendre les joueurs. Là, par exemple, il y a aujourd'hui ou hier, il y a un jeune qui a débarqué à Newcastle, Rodrigo Vilca, 21 ans. Bon, c'est pas si jeune que ça, mais bon, au Pérou, c'est quand même un gros coup d'avoir envoyé un jeune de cet âge-là en Angleterre, en première ligue. On a Kluivert Aguilar aussi, 17 ans, Alianza Lima, qui va s'envoler pour Manchester City. Donc voilà, on commence comme ça un peu, on est en train de planter la graine pour les prochaines Coupes du Monde, peut-être voilà, Qatar 2022 ou après, quoi. et ben justement, véritablement, tu nous offres les transitions parfaites. C'est parfait. On va justement essayer de conclure ce podcast en regardant, en nous tournant un petit peu vers l'avenir. Quel peut être l'avenir de ce football péruvien? Est-ce que l'on est déjà en train, c'est terrible à dire, mais on sait très bien que ça ne sera pas éternel, ça ne l'a pas été au Chili avec Bielsa, donc ça ne le sera pas au Pérou avec Gareca. Est-ce qu'on est déjà en train de commencer à imaginer l'après-Gareca? Est-ce que l'on se donne déjà les moyens de faire en sorte que tout ce que l'on vit actuellement au Pérou, ce retour sur le premier plan de la scène, ne soit pas qu'un feu de paille, mais quelque chose qui puisse s'installer dans la durée et donc faire du Pérou quelque chose, enfin une vraie grosse nation de l'Amérique du Sud sur la durée en termes de sélection. Est-ce qu'on prépare déjà l'avenir du côté du Pérou? Ben, c'est le plan d'Oblitas et de la fédération, en fait. C'est clair, c'est vraiment leur plan.
Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir sur la durée? Tu sais comment ça se passe en Amérique Oula. du Sud. Bon, c'est souvent mouvementé. Et puis, pour l'instant, ce qui fait peur dans un futur proche, on va dire, c'est qu'on n'a pas de remplaçant pour Paolo Guerrero, par exemple. Je ne sais pas s'il sera présent au Qatar. Je pense que oui, mais s'il n'est pas présent, là, on n'a pas de remplaçant. Enfin, en tout cas, de son niveau, de son Ouais. charisme, de tout ce qu'il représente. Ni par exemple Farfan, Pissarro, voilà, ces quatre fantastiques qu'on a eus. On n'a pas de. Alors, on a un collectif, on a une jolie équipe, ça joue bien au ballon, etc. Bon, Gareca, pareil, il ne sera pas éternel. Mais derrière, ce qui fait peur, c'est vrai qu'on essaye de construire, mais pour l'instant, on n'a pas de remplaçant à ces postes-là. Et par exemple, quelque chose qui est inquiétant aussi, c'est que là encore, bon, c'est le présent, mais même ça va être un futur proche aussi, c'est que là, aujourd'hui, on n'a aucun Péruvien qui dispute la Ligue des Champions, par exemple. Et Ouais. on a un seul représentant en Europa League qui est Benavente, qui est retourné en Belgique, qui n'est pas non plus Et qui le sort d'une joueur. saison blanche. Ouais, et Ouais, qui sort voilà. d'une saison blanche en Ligue 1. Voilà, en plus, donc c'est vrai que. Et puis là, sur la dernière liste de Gareca pour les qualifs, pour les deux matchs qui viennent cette semaine, on n'a que 5 joueurs qui jouent en Europe, là, sur 30. Donc c'est pas non plus énorme, même si l'Europe n'est pas toujours forcément une référence, parce qu'on a des Péruviens qui cartonnent en MLS, en Liga MX et ailleurs, et que c'est très bien, parce qu'ils vont faire un bon boulot aussi en sélection. Mais voilà, un peu pour. C'est vrai que l'Europe, ça reste aussi un football de grande qualité. Donc c'est vrai qu'on cherche toujours à mettre les meilleurs joueurs là-bas. Donc, Ça reste la référence mondiale, hein, le football européen. Que l'on soit d'accord ou pas, c'est un autre débat, mais ça reste la référence mondiale. La Ligue des champions européenne reste quand même la compétition de clubs référence dans le monde entier. Voilà, quoi qu'on en pense. Mais voilà, donc du coup, on le voit, hein, la limite, elle va se situer là. Il va falloir, alors, même en préparant l'après-Gareca, il va falloir aussi trouver une nouvelle génération dorée au Pérou. Et elle n'est pas encore, comme tu dis, hein, elle n'a pas encore émergé, hein. ouais, c'est ça. On attend la prochaine génération dorée. C'est vrai que ça se repose toujours sur ça. De toute façon, dans le monde Toujours. entier, dans toutes les sections, on attend toujours le prochain Messi, le prochain Zidane, le Ronaldo, Maradona. Donc, Il bah faut la voilà, nous on est pareil. il faut la locomotive, c'est partout, hein. Il faut le joueur qui te tire vers le haut. Ben écoute, on va suivre ça avec attention, hein. Le Pérou va se lancer, comme tous les Sud-Américains, dans la campagne pour les éliminatoires Qatar 2022. On va voir dans quelles conditions, au pluriel, pour tout ce beau monde, parce que ça risque d'être assez funky. Ça sera un autre débat. Écoute, Romain, merci bien d'avoir passé ce temps en ma compagnie pour justement parler de cette génération actuelle, ce retour, cette splendeur retrouvée du Pérou. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Oui, avec plaisir. Et puis, allez, Pelo. Allez, bah, Pérou. Allez, bon courage. Eh bien, on va en profiter pour vous saluer, pour vous remercier, hein, de nous avoir tous suivis sur ce nouveau rendez-vous de Bola Latina. On va vous donner rendez-vous dans d'autres podcasts, hein, mais également sur le site, dans le magazine, sur les réseaux sociaux, partout, hein. Tout est dans la description. Servez-vous, c'est offert par la maison. On va vous souhaiter une bonne fin de journée ou de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouveaux podcasts. À bientôt tout le monde.